Alors, s'il y a quelque chose qui a changé depuis l'élection de Donald Trump, c'est notre rapport aux États-Unis. On aurait pu sentir qu'on se distanciait au niveau philosophique, au niveau de façon de voir les politiques publiques, tout ça. Mais c'est sûr que le comportement, immédiatement, l'agression que les Canadiens ont ressentie avec l'instauration de tarifs par l'administration américaine, puis on devrait juste dire par le président Donald Trump, ça a changé la donne et c'est très ébranlant, en tout cas pour certaines personnes, dont moi, et on a la chance d'en discuter ce matin avec l'historien et professeur Gilles Laporte. Bonjour, M. Laporte. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est normal de ressentir, pour la plupart des gens au Québec, un espèce de sentiment de, comme une chicane? On dirait qu'on est en chicane. Oui, absolument. Vous évoquez le tarif, par exemple. Oui. Bon, entre vous et moi, on n'en voit pas nécessairement la couleur pour l'instant. Il faut plutôt ajouter à ça un bouquet de déclarations incendiaires et blessantes à l'effet, rappelons, le 51e État américain, qui est depuis hier devenu l'Alberta. Donc, il y a maintenant une menace qui plane de prendre le Canada à la pièce. Il faut arrêter, quand même. Premièrement, le 51e État, ça m'a toujours fait rire parce que le Canada est quand même bien plus grand qu'un seul État, autant au niveau de la population. Mais là, vous évoquez que l'Alberta a comme déjà dit oui, les autres sont partants? Convenons-en, là, on est dans le domaine de la déclaration et des procès d'intention. Il n'y a rien de tel, on pourra aller dans les détails. Ouais. Mais il demeure que depuis, disons, le mois de janvier, il faut ajouter aussi les déclarations à propos de les Canadiens font venir du fentanyl, le Canada serait la porte d'entrée de l'immigration illégale, que le Canada a beaucoup profité des États-Unis. Bref, il y a une ambiance de défiance qui s'est installée, là, dont les tarifs ne sont qu'un élément. Par ailleurs, on voit le premier ministre Carney, il a bombé le torse apparemment, et puis à la première occasion, comme on l'a vu dès lundi, c'est ça, s'incliner, si bien que ça nous donne encore davantage l'impression de frustration. Maintenant, d'ailleurs, TVA faisait paraître aujourd'hui des sondages à propos de la méfiance des Canadiens et des Québécois envers les voyages aux États-Unis, où ils ne se sentent carrément plus les bienvenus. C'est spectaculaire, d'autant plus que nos liens, je me rappelle d'avoir vu récemment une série de Jean-Michel Dufault sur le rapport les États-Unis francophones. C'est-à-dire que autrefois, la Nouvelle-France a développé son territoire en Amérique et on a conquis plusieurs aspects, plusieurs zones. On s'est rendu jusqu'en Nouvelle-Orléans quand même, là, on a descendu le Mississippi. Les traces du français aux États-Unis sont là et on a une histoire qui est imbriquée. Oui, eux, ce sont d'ailleurs aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis par rapport à la monarchie britannique. Quand même étonnant que M. Carney a ramené le symbole de la monarchie. Pas étonnant, mais en tout cas, c'est éloquent. Il y a quelque chose d'important dans cette prise de position de M. Carney. Pour l'historien ou l'historienne, c'est du gâteau, ça. Oui. De voir qu'en somme, historiquement, ça se vérifie. À chaque fois que les États-Unis deviennent menaçants, le Canada se tasse du côté de son allégeance britannique. À chaque fois? Bien sûr, il faut bomber le torse. Rappelez-vous, par exemple, lorsque les États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt, il prend de l'ampleur à l'échelle du monde des Alliés. On voit tout de suite qu'on appelle le roi George et puis Winston Churchill à la rescousse. Lors du sommet de Québec en 1943, il n'y a pas que Mackenzie King et Roosevelt. On invite aussi des représentants de la reine et du roi. On ne veut pas se faire conquérir par les États-Unis. On est déjà conquis. C'est de la scène, oui, dans un sens. C'est de la scène politique, néanmoins, d'essayer de jouer un impérialisme comme un autre. Même le Canada va tenter de le faire durant les années 70 et lors du rapprochement avec la Chine de Mao Tse-tung. C'est pour montrer aux États-Unis, nous aussi, nous sommes capables. Nous ne sommes pas que les caniches des États-Unis, même si dans les faits, ça ne trompe pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est vraiment présent? Moi, en tout cas, je peux dire, je vais me confesser ici, j'utilise souvent les remorques d'une compagnie qui s'appelle U-Haul. Tu sais, ils louent des trailers. Il y a eu beaucoup de... Je n'ai pas de problème à parler d'une compagnie, puisqu'on sait aussi qu'on leur reproche souvent d'avoir des équipements en mauvais état. Ça demeure une aubaine, mais on a souvent des problèmes. Ceci dit, ce qui me fascine, c'est qu'on est habitué de voir des franchisés de U-Haul un peu partout au Québec, mais ailleurs partout au Canada, et de voir constamment des camions avec des affichages américains, le Grand Canyon. Puis c'est parce que les camions et les remorques circulent librement, partout dans ce grand continent nord-américain. Puis pour moi, ça a toujours été une espèce d'icône de notre nord-américanité. C'est-à-dire que moi, je suis familier, je serais souvent à mon voisin avec un camion marqué le Kansas Grand Canyon, je sais pas quoi, puis je m'y... C'est pas comme s'il y avait un camion avec une inscription en allemand dessus. Comme ça, il y a quelque chose de... Cette notion de vivre en Amérique du Nord... Comment expliquer ce que les Québécois ressentent?
on se sent en même temps complice d'eux, mais très distinct. On a la France qui revient on a la France qui revient au niveau du cadre de la culture, l'Angleterre au niveau de l'autorité. Absolument. C'est devenu extrêmement difficile de se situer en Amérique du Nord. Oui. On a juste à rappeler le célèbre épisode au Québec du nationalisme économique à l'époque de la Révolution tranquille. C'est-à-dire René Lévesque, l'hydroélectricité, les entreprises, ce qu'on appelait les fleurons québécois, là, de Lavalin en passant par... Exactement. Alors, ce qui se reproduit depuis 2000 en particulier, c'est la fameuse mondialisation. La mondialisation, elle a eu plusieurs effets en Amérique du Nord. Pensons au traité de libre-échange à la fin des années 90, qui s'est étendu au Mexique. Mais plus généralement, c'est que désormais, les entreprises privées sont imbriquées les unes dans les autres. Si bien que lorsqu'on achetait, par exemple, Saint-Hubert ou Rona dans les années 80, ça ne veut plus rien dire parce que même si les bannières continuent à exister, ce sont généralement des entreprises qui appartiennent à des intérêts étrangers, généralement américains. Alors, par conséquent, pour celui ou celle qui veut faire du nationalisme économique, l'achat chez nous, comme on dit, qui est très à la mode ces jours-ci, c'est difficile parce que même des entreprises apparemment bien de chez nous ont désormais un pied aux États-Unis et on entretient l'image que nous sommes Québécois ou Canadiens, même si dans les faits, les intérêts sont désormais étrangers. J'aime beaucoup ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que c'est fréquent que le Canada ou le Québec va faire des références à l'Angleterre parce que ce rapport de s'auto-déterminer par rapport aux États-Unis est constant et il n'est pas récent. Et là, on a la chance d'avoir avec nous, qui nous a rejoint pour la conversation, le conseiller spécial pour la Firme nationale et l'ancien délégué du Québec à New York, un grand spécialiste avec qui j'aime beaucoup parler des États-Unis, John Parizola. Bonjour, John, comment allez-vous? Ça va bien, Pierre. Toujours heureux et fier d'être avec vous. Ah, ça fait bien plaisir. Puis honnêtement, on a parlé beaucoup d'histoire. Puis je pense qu'avec vous, on peut parler vraiment de la dimension contemporaine de l'affaire. Vous, en tant que fin connaisseur québécois de l'Amérique, des États-Unis, comment vivez-vous cette situation-là? J'imagine que vous avez des émotions personnelles relativement à ça. Vous avez été délégué à New York. Ben, c'est sûr que c'est une période difficile dans le sens que les Américains n'ont jamais eu un président aussi imprévisible. Un président qui est transactionnel dans le sens extrême du mot. Il n'est pas intéressé à penser plus loin que la prochaine manchette qu'il va aller chercher dans les médias. Donc, c'est clair que quand on regarde le passé, quand M. Brian Mulroney, s'est entendu avec Ronald Reagan pour l'entente de libre-échange, c'était vraiment un pas dans la bonne direction. Et ensuite, on a ajouté le Mexique dans les années 90. Ça s'est commencé avec M. Bush et M. Mulroney pour se concrétiser entre M. Clinton et M. Chrétien. Et la dernière négociation s'est faite avec Trump. Trump lui-même disait que c'était la pire entente, l'ALENA, et là, il fallait avoir une nouvelle entente où il s'en sortait complètement. Moins que 3 ans plus tard, il y a une entente signée, puis là, il disait que c'est la meilleure entente, puis là, il l'observe pas. Donc ça, c'est difficile comme tel, mais la relation Canada et États-Unis, c'est une relation qui dépasse de loin les présidences ponctuelles. Donc on est vraiment dans un mauvais moment maintenant avec Donald Trump. Oui. Ça pourrait complètement revenir à la normale après? Ça pourrait même avoir une certaine normalité sous Trump aussi. Ouais. Moi, je suis pas un qui est pessimiste dans le sens qu'il n'y aura pas d'entente. Je dis pas que ça va se faire nécessairement dans le nombre de jours qui nous attend, mais on a tout intérêt d'avoir une économie, c'est une économie qui est intégrée. On a tout intérêt on est le principal pour 34 États américains, on est le principal pays où ils exportent, où ils font des actions, des gestes commerciaux. Donc, on a tout intérêt. C'est sûr que nous autres, on n'a pas l'impact sur l'économie américaine que l'économie américaine a sur nous. Ça, c'est très clair. On est un pouvoir économique moyen versus un pouvoir économique qui est le plus fort sur la planète. Donc, c'est clair qu'il y a des choses qu'on doit peut-être même ajuster, corriger. Et ça peut se faire. Mais la bonne chose en ce moment, c'est que M. Trump a essentiellement brisé la relation que nous avons connue dans le passé, celle que le président canadien a déjà définie comme ami, partenaire, allié disons, une relation très très cohérente entre les deux pays. Multi, avec plusieurs facettes. Ben oui.
Mais ça, c'est bon, parce qu'il ne faut pas se dépendre totalement. On a des ententes avec l'Europe, on a des ententes avec au moins 51 pays, mais on n'en profite pas autant qu'on pourrait. Puis là, je sens, sous l'administration actuelle de M. Carney, et je dirais même avec la complicité des provinces et même de l'opposition, je pense que la diversification de nos partenariats sur le plan économique est devenue une nécessité, briser ou réduire les barrières interprovinciales aussi. Donc, on est dans une situation que il va falloir qu'on soit plus imaginatif, puis je pense qu'on est en train de rentrer dans ça. S'il y a une chose que peut-être Trump a faite, c'est qu'il nous a forcé à penser comme on a peut-être pas réussi à faire dans les dernières années. Il a comme ébranlé des choses qu'on tenait pour acquises et exigé des corrections, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, du budget d'armement de tous les pays de l'OTAN. C'est un bon exemple. Là. Disons qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère, mais ça rend quand même la situation difficile. Le sondage qu'on a vu aujourd'hui qui évoque que les Québécois ne se sentent pas bienvenus, ces rapports économiques que vous avez démontré à quel point ils sont rendus plus difficiles. J'ai eu la chance d'entendre tout à l'heure M. Laporte, notre historien, qui racontait à quel point c'est pas la première fois que le Canada se déplace va chercher du soutien dans ses anciens pays colonisateurs, surtout l'Angleterre, parfois la France. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui peut revenir encore une fois? Est-ce que c'est un bon choix qu'a fait M. Carney? La réponse courte, c'est oui, c'est un bon choix. La réponse plus longue, c'est que effectivement, je pense que dans 10 ans, Pierre, on va avoir notre principal partenaire économique va rester encore les États-Unis. La question, c'est savoir, est-ce qu'on va être aussi dépendant et aussi un peu à la remorque d'un président qui est imprévisible ou qui va être plus agressif. Il reste quand même que les États-Unis, le peuple américain puis le peuple canadien, québécois, on fait beaucoup de choses ensemble. On visite l'un et l'autre. Là, évidemment, on passe dans une période où il y a des boycotts, où il y a des gens, même moi-même, je suis pas porté à aller vers les États-Unis ces jours-ci. Ça, c'est quand même éloquent. C'est ponctuel. C'est assez ponctuel. Donc, moi, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. On a quand même des choses en commun. On est deux systèmes fédéraux, puis on est deux systèmes démocratiques. Donc, nos premiers ministres de province font faire beaucoup avec les gouverneurs des États-Unis. On peut faire du qu'est-ce qu'on appelle en anglais le lobbying, là, essentiellement. Mais on peut assez influencer à plusieurs niveaux. Mais il y a plus de choses qui nous unissent, qui nous divisent. Mais Trump, c'est un style qui fait tout publiquement. Je veux dire, la question des taxes en fin de semaine, tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu se faire facilement, privément, sans devenir public. Ça s'est pas fait de cette façon-là. Puis au bout de la ligne, il faut composer avec cette réalité-là. Mais moi, je suis un qui pense qu'on a tout intérêt à dialoguer, mais en même temps, on a intérêt à diversifier nos intérêts économiques. John, j'ai été surpris quand je vous ai entendu dire que vous aviez vous-même modifié vos habitudes de consommation reliées aux États-Unis. J'aimerais ça qu'on en reparle parce que vous êtes peut-être, oui, ancien délégué du Québec à New York, vous avez une belle grande expérience d'analyste à ce sujet, mais vous avez aussi, comme tout le monde, eu ce rapport candide avec les États-Unis. On en parlait tout à l'heure avec M. Laporte. On a la chance d'avoir aussi avec nous Sandra Belzile, qui est rédactrice en chef et directrice du journal Le Soleil de la Floride, parce que les Québécois, selon une étude publiée dans le Journal de Montréal, ne se sentent pas bienvenus. Bonjour, Mme Belzile. Est-ce que ce sondage dit vrai? Non, bonjour. Bonjour. Oui, je vais bien, et vous? Bien, écoutez, oui, très bien, merci. Écoutez, pour avoir moi-même des voisins qui ont voté pour Trump, je peux vous garantir que les Américains, ils disent tous « We love our Canadian friends ». Et c'est vraiment, ils sont bienvenus, les Canadiens, ici. Moi, je peux parler plus pour la Floride, puis je l'entends. Les Américains ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe en ce moment, même s'ils ont voté pour le président actuel. Donc, ils n'ont aucune aversion envers les Canadiens, au contraire. Et l'économie de la Floride, par exemple, est vraiment basée... dépendante, bien sûr. Exactement. Donc, c'est certain qu'ils veulent le retour des Canadiens ici en Floride, évidemment.
Mais vous, est-ce que vous le vivez concrètement? Bon, M. Laporte nous expliquait à quel point c'est une relation qui est ancienne, qu'on a avec les États-Unis quand même. Et s'il y en a une qui est familière, puis je suis sûr que John Parizella, qui est en ligne avec nous, on a tous été en Floride. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois ou deux, certainement. Je veux dire, aujourd'hui, les Québécois, peut-être que oui, ils sont bienvenus, c'est ce que vos voisins américains disent, mais factuellement, vous voyez beaucoup de Québécois qui mettent leur condominium en vente. Oui, il y a eu cette phase-là au printemps, évidemment. C'est soit que ils voulaient profiter il y a eu les raisons politiques, mais aussi il y en a qui voulaient profiter que le marché était encore assez élevé et avec le taux de change qui favorisait de faire un profit peut-être plus intéressant. Mais comme le marché est assez au ralenti, ceux qui n'ont pas réussi à vendre, ce qu'on entend, c'est qu'ils vont revenir, en fait. C'est ce qu'on peut voir en ce moment, ce qu'on peut observer. Pour nous, durant la saison estivale, c'est sûr qu'on voit moins de Québécois, généralement. Disons que là, évidemment que ça a baissé encore davantage si on peut comparer à l'an dernier. Mais pour nous, on a une confiance que dès le mois d'octobre, novembre, que les Canadiens vont pouvoir revenir en Floride parce que c'est une destination qui est prisée. D'ailleurs, c'est la numéro 1, c'est la destination numéro 1 des États-Unis pour les Canadiens. Donc, on peut avoir confiance que la Floride va être résiliente à ce niveau-là, au niveau touristique. Puis pour nous, au Soleil de la Floride, on fait toujours un sondage aux 2 ans, à savoir pour différentes informations qu'on aimerait obtenir. Et pour nous, la majorité de nos lecteurs ont déclaré qu'ils reviendront, même s'il y en a un pourcentage qui ont déclaré définitivement non, alors que d'autres ont dit on ne sait pas encore, on attend. Alors, il y a ça aussi. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là. Ben, écoutez, ce qui est certain, je nous écoute, puis j'ai hâte d'entendre John là-dessus, parce que John a confessé qu'il était lui-même allé en Floride quand il était plus jeune. Tu es allé en touriste, tu y vas récemment? Oui. Ben, écoutez, moi, j'ai une passion pour les États-Unis. J'ai toujours respecté les États-Unis. En réalité, avant de faire de la politique au Québec et au Canada, Pierre, j'ai été plus inspiré par ce que je lisais qui se passait aux États-Unis. Donc, je reste quand même assez respectueux. Et moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on nous dit de la Floride en ce moment, du soleil. C'est que, effectivement, moi, je crois que c'est ponctuel, c'est conjoncturel ce qui se passe en ce moment. On regarde nos médias au Québec ces jours-ci. Il n'y a pas une journée que vous êtes capable d'écouter un reportage médiatique sans que Donald Trump est dans le centre de l'action. Et il le fait jamais dans une façon très conciliante. Il le fait toujours dans une façon d'affrontement. Donc, c'est clair que les gens ont un réflexe. Mais quand les gens parlent avec des Américains, puis on reste, c'est l'ensemble du Canada et la grande majorité de la population est plus près des États-Unis qu'on est près entre nous autres comme État ou comme province. Donc, on a toute raison à revenir à une certaine normalité. Mais pour le moment, c'est clair que c'est les gens, les Canadiens et les Québécois en particulier, ne sont jamais sentis aussi mis de côté ou assez autant affrontés par un président des États-Unis. Autant qu'aujourd'hui, vous promenez à Montréal puis vous voyez des rues John F. Kennedy. Je veux dire, les Américains les Canadiens et les Québécois ont toujours eu un grand respect pour la façon que les Américains se comportent. Mais là, il y a un président en ce moment qui vraiment est vu comme une personne qui nous regarde de haut et c'est pas dans la culture canadienne, québécoise, américaine qu'on est habitué d'avoir. C'est comme si on avait un nouveau chum qui est rentré dans la famille, le nouveau beau-frère qui nous bouleverse un peu, mais ça ne changera pas nos bonnes habitudes de se voir à Noël. On va continuer de s'en parler après la pause publicitaire et j'espère qu'on aura des gens qui s'impliqueront, communiqueront avec nous leur impression parce que c'est quelque chose qu'on partage tous. C'est pas comme si on parlait de la sidérurgie ou du climat. Là. Ben, le climat, ça nous concerne tous, mais c'est pas un sujet pointu. On a tous un rapport avec les États-Unis. Alors, je vous invite à rester avec nous après la pause et si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire au 1-87-CUBE-RADIO, le 1-877-827-2346. Restez avec nous.